Alors, ensuite, il y a eu pas mal d'interpellations sur la gestion et l'animation des temps collectifs et comment différencier sur les temps collectifs. Alors, par rapport à ça, alors les temps collectifs, de ce que je vois, bien souvent, ce sont des temps qui sont un petit peu longs, où on va faire de la correction pendant les temps collectifs. On fait la séance et puis à la fin, on va corriger en collectif et c'est long. Et c'est long d'autant plus qu'il y a des élèves qui, y sont bien arrivés et puis c'est pas très utile pour eux, cette correction sur temps collectif et les élèves qu'on voudrait cibler et qui arrivent le moins bien, c'est pas eux qui participent sur ces temps collectifs. Pour moi, la première chose, c'est de s'interroger sur les temps collectifs. Moi, je fais très peu de temps collectif, comme ça, de correction collective, j'en fais très, très peu. Alors ça peut m'arriver et je vous dirai des choses au niveau de l'animation sur ces temps collectifs, mais sinon j'en fais très peu. Moi je pense surtout, les temps collectifs, c'est des temps où je vais donner des consignes. Ce sont des temps de régulation collective, c'est-à-dire des petits temps courts. Les enfants sont en travail individuel ou en groupe. Moi, je circule, j'entends des choses, je vois des erreurs et donc je dis: «Top, on revient, on est tous ensemble en collectif». Ça dure 5 minutes. Je donne un exemple précis au tableau où il y a un type d'erreur et je laisse les élèves retravailler après derrière. Donc je pense enfin, pour moi en tout cas, dans l'évolution de ma carrière, j'ai beaucoup évolué par rapport à la question de ces temps collectifs et des temps collectifs, classiques de correction ou de long temps d'explication d'une notion avec tout le monde, j'en fais très, très peu. Par contre, ça sous-entend aussi, que, j'ai évolué dans ma façon de prendre en compte les erreurs. C'est-à-dire que sur les temps collectifs, je voulais faire une correction juste. Là, maintenant, j'irai sur les temps collectifs. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de réfléchir sur les erreurs. Donc, d'utiliser l'erreur comme un moteur pour réfléchir. Et voilà, les temps collectifs sont plutôt centrés sur les erreurs ou pour donner des consignes. Et les temps collectifs ne se font pas forcément au début et à la fin des séances, mais ils sont au milieu. C'est des petites régulations collectives qui durent 4-5 minutes. Voilà. Donc déjà, si on ne parle pas de la même chose quand on parle de temps collectif, on ne peut pas se comprendre et donc moi je vous dis ce que j'entends par temps collectif. Je ne pourrais pas vous donner de conseils pour animer un temps collectif de 30 minutes sur une correction, par exemple, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc je ne parle pas de la même chose par rapport à la question des temps collectifs. Hem, alors ensuite, il y a quand même des temps collectifs. Alors moi, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que j'essaie que ça dure pas plus de 15 minutes quand il y a un temps collectif. Mais quand il y a voilà. Pour moi, la clarté sur les temps collectifs, c'est tout d'abord expliciter aux élèves ce qu'on attend d'eux dans les temps collectifs et expliciter aux élèves quel est notre rôle à nous en tant qu'enseignants sur les temps collectifs. D'où la question des affiches. Pour moi, je me suis rendu compte que c'était très important d'expliciter aux élèves ce que j'attendais de leur part. C'est-à-dire que j'attends qu'ils participent, mais que je leur explicite quel était mon rôle à moi pendant les temps collectifs. Et mon rôle à moi pendant les temps collectifs, ce n'est pas de faire avancer ma fiche de préparation. C'est de veiller à ce que tout le monde soit concerné par les temps collectifs. Et pour moi, vraiment, c'est super clair maintenant. Avant, quand j'ai commencé mon enseignement, eh bien, je faisais des temps collectifs, mais les temps collectifs, j'avais envie que la séance que j'avais prévue avance. Donc, les élèves qui levaient la main, quand j'étais pressé, j'interrogeais ceux qui levaient la main et je savais qui allaient faire avancer le truc. Mais ça n'avait aucun sens. Parce que ceux qui savaient, eh ben, ils apprenaient rien, et puis les autres, ils apprenaient rien non plus. Donc vraiment, je suis complètement sorti de cette façon-là d'animer les temps collectifs. Maintenant, quand il y a un temps collectif, c'est devenu assez naturel. Mais jamais ou très rarement, je vais interroger un élève qui lève la main le plus rapidement possible pour faire avancer mon truc. Le temps collectif est vraiment un temps où ça me permet aussi d'évaluer, et de me dire: «Tiens, lui il participe pas». Et donc sur les temps collectifs, quand je pose une question qui demande une réponse, il y a des élèves qui lèvent la main très vite, mais sur le temps collectif, je veux dire: «Hé toi, tu lèves pas la main, c'est que tu sais pas, que tu es pas dans le coup», voilà. Et j'attends et je nomme s'il y a des élèves qui ne lèvent pas la main, non pas pour les mettre en porte-à-faux, mais pour dire: «Bon, ça veut dire que moi je prends en compte que toi, vous êtes en train de me dire si vous levez pas la main que vous n'avez pas compris». Et je me rends compte que bien souvent, les enfants,
En réalité, ils ont compris, mais ils ne participent pas sur les temps collectifs. Ils s'en désengagent, simplement en disant ça. Et comme c'est quelque chose qui devient routinisé dans la classe et que les enfants ont compris ce que j'attendais d'eux et qu'ils savent que je suis au clair sur les temps collectifs, il y a beaucoup plus de participation. Donc, ça, c'est la première chose. Je vous ai donné le petit conseil, justement, avec le système un doigt, une main, deux mains. Donc, quand je pose une question, un doigt, ça veut dire j'ai la réponse et je suis sûr. Une main, j'ai une réponse, mais je ne suis pas bien sûr. Et deux mains, ça veut dire je ne sais pas du tout. Et donc, sur ces temps-là, je vais interroger quelqu'un qui lève une main, c'est-à-dire qui veut tenter une réponse. Je vais demander la validation par ceux qui lèvent un doigt. Et je vais demander une reformulation par ceux qui lèvent deux mains. Et du coup, tout le monde est impliqué sur les temps collectifs. Et moi, dans mon animation de temps collectif, je veille à ce moment-là à ce que tout le monde soit impliqué. Sur les temps collectifs aussi, alors, j'utilise beaucoup le système 2 fois 1 minute. C'est-à-dire que, par exemple, alors je vous renverrai à la vidéo ou l'audio que j'ai faite sur les questions des clôtures de séance et les ouvertures de séance. Mais par exemple, sur ce temps collectif, là, si c'est une clôture de séance, plutôt que de demander qu'est-ce qu'on a appris de façon générale à toute la classe et puis d'interroger les élèves de façon collective, eh bien, je vais demander plutôt que tous les élèves fassent un bilan de ce qu'ils ont appris, en ayant 1 minute chacun pour parler de la notion que l'on vient de travailler. Je donne un exemple concret que l'autre fois dans ma classe, on avait travaillé en calcul mental sur utiliser ses doigts pour faire des petites soustractions avec 2 méthodes. Et donc, à la fin de la séance, qui a duré 15 minutes, il y a eu ce petit dispositif 2 fois 1 minute. J'ai mis les élèves par deux. J'ai dit, bon, celui qui est du côté de la porte dans le binôme commence à expliquer. Il a 1 minute pour expliquer avec ses mots ce qu'il a compris en donnant ses propres exemples. Et donc, pendant 1 minute, il doit tenir le crachoir et l'autre écoute simplement. Et puis ensuite, on change. C'est une façon de faire une clôture qui invite les élèves à parler et à expliciter ce qui se passe dans leur tête. Et moi, pendant ce temps-là, c'est de l'autonomie. Moi, je circule, j'écoute. J'ai des doutes sur un élève, je vais plutôt de ce côté-là pour me dire comment il a perçu les trucs. Et ça me permettra, sur les séances d'après aussi, d'apporter des éléments de différenciation. Donc voilà par rapport à la question des temps collectifs. Autre chose sur l'animation des temps collectifs, ça demande une bonne énergie, pour pouvoir les animer et surtout de l'encouragement. Si on voit des élèves qui ne participent pas, ne pas hésiter à se déplacer dans leur direction, à les solliciter, à expliciter aussi aux élèves que s'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est dans les temps collectifs qu'ils peuvent le dire aussi, ce qui ne veut pas dire qu'on va tout gérer pendant le temps collectif. Moi, par exemple, dans les questions que l'on pose en temps collectif, alors, bien souvent, on pose des questions qui demandent une réponse, juste, vrai ou faux. On pose une question et on attend la bonne réponse. Mais on peut penser que dans les temps collectifs, on invite à poser des questions du type euh, euh, qui est-ce qui n'a pas compris? Tout simplement ça. C'est une question d'évaluation. Qui est-ce qui a compris et qu'on lève les mains? On peut poser des questions aussi en temps collectif. Alors moi, j'aime bien poser cette question-là. C'est à la fin d'une séance, c'est demander qui est-ce qui a compris quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas compris avant et qui veut bien l'expliquer. Donc, dans l'animation des temps collectifs, si on veut mettre les élèves en activité intellectuelle, le choix des questions n'est pas anodin. Vous pouvez réfléchir aussi dans vos préparations sur le type de questions que vous posez lorsque vous êtes en collectif. Alors ensuite, dans les animations en collectif, pour moi, il est important de dire explicitement aux élèves ce qu'on attend d'eux et de dire ce qu'ils ont à faire. Je prends un exemple. Sur de la lecture, par exemple. Moi, en temps collectif, pour être sûr que tout le monde soit impliqué, je demande aux élèves si on a une lecture qu'on va faire ensemble ou une lecture de consigne, une lecture d'énoncé, je demande aux élèves de mettre le doigt sur l'énoncé, sur la lecture, et de suivre en même temps. Ça oblige les enfants, parce qu'ils doivent faire quelque chose, de suivre en même temps que les autres. S'il y a une lecture, par exemple, il peut y avoir des enfants qui ne suivent pas la lecture. On va interroger un élève pour faire la lecture ou on va la faire nous-mêmes. Eh bien, si on veut les impliquer collectivement, on dit, bon, je vais faire la lecture, par exemple, d'une consigne, vous mettez tous le doigt sur le truc et vous suivez en même temps.
Voilà, donner des consignes en termes de faire pour que, tout le monde fasse quelque chose en collectif. Voilà. Donc essayez de penser sur des temps collectifs que vous pouvez demander aux élèves de faire quand il y a une restitution qui est collective. Voilà sur les temps collectifs. Dernière chose qui pour moi a un rapport avec la question des temps collectifs, ce sont les moments de transition. Il y a eu des questions par rapport à ça, la difficulté pour les moments de transition qui peuvent s'éterniser. Alors, hem, quand on passe d'une activité à une autre ou d'une modalité de travail à une autre, moi je vous encourage, alors moi c'est ce que j'essaye de faire, à limiter le temps et à encourager les bons comportements. Alors, en début de carrière et puis quand j'ai travaillé en maternelle en particulier, j'étais vraiment en galère parce que plutôt que de valoriser les comportements attendus, je sanctionnais ou je me fâchais par rapport aux comportements qui n'étaient pas attendus. Concrètement, ça veut dire que sur des moments de transition, je me fâchais par rapport à des élèves qui traînaient. «Hé toi, allez, dépêche-toi, on t'attend», bon. En maternelle, par exemple, un truc tout bête, hein, mais c'était, quand on faisait la mise en rang, pour sortir, par exemple, eh bien, s'il y en avait qui traînaient ou qui discutaient, j'avais tendance à les interpeller pour leur dire que c'était pas bien. Et Heu, là maintenant, je vais plutôt encourager les comportements qui sont attendus. C'est-à-dire que sur une transition, on passe d'un travail en groupe à retour à sa place en sortant le cahier, du jour par exemple et en prenant le stylo. Je leur dis: «Maintenant vous allez retourner à votre place». J'estime que pour retourner à votre place, sortir votre cahier et prendre vos stylos, il y en a pour 45 secondes. Et donc 45 secondes et dès qu'il y en a un qui est prêt, il y en a qui sont prêts en 10 secondes, je dis: «Ah bravo, toi tu es prêt en 10 secondes» et là, du coup, les moments de transition sont beaucoup plus rapides. Dans cette idée-là, il y a la question de valoriser des comportements attendus. En maternelle, pour moi, ça m'a sauvé la vie parce que j'ai énormément galéré, mais dans les couloirs, par exemple, alors que je m'époumonnais à dire aux enfants qui étaient pas prêts de se bouger, et bien, à partir du moment où j'ai félicité des comportements qui étaient attendus, et bien, les enfants se mettaient beaucoup plus vite. Ils avaient aussi envie d'être gratifiés et d'être félicités. Et donc, il y a des enfants qui vont beaucoup plus vite. Voilà. Et limiter le temps. Limiter le temps, c'est aussi limiter le temps, par exemple, avec des petits, hein, CP, CE1, voire CE2, et surtout au début de l'année. Il y a une différence énorme, simplement pour écrire la date et le titre, entre des élèves qui font ça de façon impeccable en 1 minute, et puis des élèves, on peut les laisser 10 minutes, et puis ça bouge pas. Bon, moi j'ai réglé le truc, c'est-à-dire que quand on a un énoncé à écrire, enfin un énoncé, quand on a quelque chose à écrire, la date, le titre, par exemple, pour la présentation, j'estime à ce niveau de l'année qu'en C1, ça va prendre 1 minute 30 pour écrire la date et le titre et souligner, point barre. 1 minute 30. Si un élève n'a pas fini d'écrire, je dis, prof, tu arrêtes. Tu feras ça à un autre moment sur le temps de travail personnalisé, tu le feras chez toi pour compléter, mais là, tu arrêtes. Et là, maintenant, on va faire l'exercice. Et donc du coup, enfin, ça va beaucoup plus vite. Moi, vraiment, je me rappelle au début quand je faisais pas ça, mais il y avait un écart du simple au décuple, 10 fois plus de temps. Là maintenant, c'est 1 minute 30, point barre. Et puis, bah, ceux qui traînaient, maintenant, ils savent que c'est comme ça. Et au fur et à mesure, ça se régule et ils arrivent tous à le faire en 1 minute 30. Donc, je reviens sur la question des temps de transition. Première idée hyper importante, essayez-le vraiment. Féliciter, mais de façon théâtralisée. Ça veut dire que, voilà, vous avez 45 secondes pour revenir à votre place et pour changer d'activité, pour sortir l'autre cahier, pour mettre la date et pour tirer le trait. Bon et tout moi, je suis en retrait, je ne circule pas, je ne réponds à rien, c'est de l'autonomie et dès qu'il y en a un qui est arrivé: «Ah super!» Voilà. Donc, alors je valorise ça aussi avec j'ai une roue de l'autonomie. Alors c'est un petit système de comportement, mais c'est par rapport à l'autonomie et donc les élèves qui sont les premiers, je vais les monter dans cette roue de l'autonomie parce que c'est un système d'autonomie. Donc il y a un système de gratification par rapport à ça aussi, par rapport aux comportements qui sont attendus. En tout cas, je me rends compte qu'en fonctionnant ainsi, ça va beaucoup plus vite et que les moments de transition sont beaucoup moins longs et coûteux en temps. Quand parfois il arrive que la classe est globalement agitée
et que les moments de transition sont beaucoup plus difficiles, ben là, je me fâche et je vais, par exemple, voilà, donner des sanctions, alors qui peuvent être de descendre dans cette roue de l'autonomie en disant, écoutez, là, il y a beaucoup de bruit, je suis en train de répéter sans arrêt les mêmes choses, donc je vais vers le tableau, et puis celui qui n'est pas prêt, je vais le descendre. Donc ça peut m'arriver aussi de faire des choses de ce type pour les moments de transition. Mais donc retenez moments de transition, limitez le temps, considérez combien de temps il faut pour faire ça. Alors, Heu, voilà, on rehausse un petit peu par rapport à ceux qui vont très, très vite, hein, c'est pas par rapport à vous-même. Mais vous estimez qu'en C1, pour marquer la date, le titre, il faut combien de temps? Vous estimez qu'en C1, pour revenir à sa place après un travail de groupe, ranger l'ardoise qu'on a utilisée, sortir un cahier et sortir un stylo bleu et une règle, il faut combien de temps? Si vous estimez qu'il faut 1 minute 30 pour faire ça, dites: «C'est 1 minute 30, point barre». Et que si, les choses sont pas faites à ce moment-là, et ben le titre et la date, et ben ça sera marqué plus tard, ou alors vous compléterez vous-même. Mais en tout cas, ne pas laisser la possibilité aux enfants de prendre 10 minutes pour faire un truc comme ça. À mon avis, on y gagne beaucoup sur les temps de transition.